J'apprends à le dire en français. À la rentrée, je revois mes copains. On sort ensemble. On fait une randonnée à vélo. On s'amuse bien. J'ai tout acheté pour la rentrée. Mon école. Au rez-de-chaussée, il y a le bureau du directeur, le gymnase, la cantine. Au premier étage se trouvent les petites classes et la salle des fêtes. La salle de français est au deuxième étage. À côté de la salle de français, il y a la salle d'anglais. Les salles de physique, de biologie et de chimie sont aussi au deuxième étage. Pour aller à la bibliothèque, il faut monter au troisième étage. J'ai vu ma cousine il y a 3 ans. Je ne la reconnais plus. Je n'ai pas reconnu mon cousin. Il a tellement changé. Mon petit frère a grandi de 10 centimètres. Le nouveau logement. Que de fenêtres. La maison de plusieurs étages s'appelle l'immeuble. La famille d'André a un nouveau logement. La famille d'André a un appartement neuf. L'appartement d'André est au 4e étage. Je vais à la fête du quartier. Pour moi, faire la fête, c'est danser, rire, bien manger, mettre des vêtements de fête, se déguiser. Et pour mon ami, c'est rencontrer ses amis. Les fêtes aimées des enfants. Il faut rouler le tapis et pousser la table contre le mur. Nous nous réunissons souvent chez Philippe. Je promets de faire attention. Nous promettons de ne rien casser. Après la fête, on remet tout en place. Copains et copines, comment êtes-vous? Je me sens bien fort à l'aise. Je me sens mal à l'aise. Je suis en 5e A. Je suis un ancien élève dans la classe. Dans notre classe, il y a une nouvelle élève. Hier, après les classes, Michel et André sont allés au zoo. Nicolas et Pierre ont bien joué au football. Julie est allée à l'école de musique. Alexandre s'est arrêté de faire de la musique. Il fait du vélo. Le papa de Maxime est content. Son fils est un bon nageur. Les amis de Stéphane s'habillent autrement. Les vêtements de ses amis sont à la mode. Stéphane n'est pas content de sa montre. Il faut la remonter tous les soirs. Le stylo de Stéphane lui porte chance. J'arrive à l'école à temps. Michel arrive en retard. Hier, il a regardé la télé tard le soir. Il s'est couché tard. Ma maman ne me permet pas de me coucher tard. Je vais m'entraîner. Nous allons nous entraîner. Je vais faire mes devoirs. Je vais accompagner mon frère cadet à l'école de musique. On va visiter Marie, elle est malade. Je vais trouver du Kit-Kat pour ma chatte. Les parents de ce garçon travaillent. Le garçon est trop souvent seul. Son papa veut lui acheter un chien. Mais le garçon n'en a pas besoin. La Provence est une des régions françaises. Elle se trouve au sud de la France. La Normandie est une des régions de France. Elle se trouve au nord-ouest de la France. La basilique du Sacré-Cœur se trouve sur la colline de Montmartre. Du Sacré-Cœur, on observe tout Paris, ses toits et ses balcons, ses palais et ses clochers. Pauline a de la chance. Il fait un soleil magnifique à Moscou. Elle vit chez un ami de son père. Nathalie et Pauline ont déjà fait de belles promenades. André veut inviter Pauline à Saint-Pétersbourg. Il parle de sa ville et de ses beaux monuments. La ville de Tarascon est située en Provence. Les habitants s'appellent le Tarasconnais, la Tarasconnaise. La maison de Tartarin se trouve à l'entrée de la ville. Tout le bâtiment a l'air héroïque.
toute la ville parle du départ de Tartarin pour l'Algérie. Ils n'ont pas les mêmes goûts. Mes amis et moi, on a des goûts différents. Marie fait du cheval. Pierre surfe sur Internet. Michel et André jouent au ping-pong. Paul s'intéresse à l'histoire. Anne et Pauline aiment les dessins animés. Nadine aime chanter en chœur. Nous sommes écolos. Les écolos aiment et protègent la nature. Ils plantent des arbres. Ils jettent des papiers d'emballage à la poubelle. Je termine mon article pour le journal Mural. Mes amis rédigent des articles, font des dessins et des caricatures, colorient les titres de rubriques et les gros titres du journal. Ce jeudi, le comité s'est réuni chez moi. C'est Jean-François qui a été le plus chic. Il a serré la main de grand-père. Le comité est au complet. Je suis prête à danser la mort du cygne. Je suis metteur en scène. Jean-François est devenu chef d'orchestre. Je n'aime pas ma nouvelle classe. C'est horrible la rentrée cette année. Ce n'est pas notre classe ici. Tu sais, cette année, on fait des travaux dans l'ancienne salle. Elle est moche, la classe. Il n'y a pas de plantes, pas de décoration, plus de dessins, plus rien. Oui, je suis d'accord. Si on se sentait bien ici, on travaillerait mieux. Tu me donnes une idée. Nous allons embellir la classe, d'accord? C'est une bonne résolution. Je vais peindre les murs. Je vais mettre des plantes. Appelle les copains, on va leur parler. Il faut demander la permission de notre professeur. L'école en France. Dans un quartier difficile de Strasbourg, beaucoup d'élèves sont absents. Le ministre de l'Éducation décide de créer un nouveau poste, correspondant absentéisme. Quand un élève est absent, monsieur ou madame absentéisme prévient tout de suite la famille, puis la police si la famille ne réagit pas. L'école en Grande-Bretagne. La police britannique veut combattre les graffitis. Des policiers vont dans des écoles et prennent des photos des graffitis que les élèves font sur leurs cahiers ou bloc-notes. Ces photos sont stockées dans l'ordinateur central de la police. Ensuite, les graffitis des élèves sont comparés aux graffitis des murs de la ville. Cette expérience a permis de découvrir les noms de quelques peintres. La planète collège. Tu sais que les élèves français changent d'école à chaque étape. École primaire, collège, lycée. La vie de la planète collège est différente de la vie de l'école primaire. Il y a des changements. Premier changement, on n'a plus un seul instituteur pour le calcul, l'histoire, la géographie, le français, mais un professeur par matière. Le jour de la rentrée, les élèves sont accueillis par leur professeur principal. C'est leur premier vrai guide sur la planète collège. Le professeur principal est un professeur comme les autres, mais il s'occupe tout particulièrement de sa classe. C'est lui, par exemple, qui va donner l'emploi du temps à ses élèves. Il vient à temps. Il tient sa parole. Elle se souvient de son collège. Ne me retiens pas, je suis pressée. Tu deviens sage. Je me sens bien. Qu'est-ce qu'on fait au collège? Au collège, on ne fait pas qu'étudier. On peut aussi faire du théâtre, de la natation, du chant, et même ne rien faire du tout. En dehors des heures de cours, le collège propose aussi différentes activités. Chorale, théâtre, danse, échecs, philatélie, informatique. Ces activités varient selon les établissements. Le collège est ouvert sur le monde.
des sorties sont organisées. Théâtre, exposition, cinéma. Toutes ces sorties ont un rapport avec ce qu'on étudiera au collège. Les collégiens peuvent également pratiquer un sport grâce au collège. Ils s'inscrivent à l'association sportive. Leur professeur d'éducation physique leur en parlera. Foot, basket, natation, rugby, à eux de choisir. Titeuf, un personnage de la bande dessinée. Tu sais que la bande dessinée, BD, est un art moderne. Tous les ans, à Angoulême, une ville à l'ouest de France, se tient le Festival international de BD. Tu as déjà fait connaissance avec quelques personnages de BD, Astérix, Bécassine, Lucky Luke. En voilà encore un, Titeuf. Titeuf est l'un des personnages de bande dessinée préférés des jeunes Français. Le personnage de Titeuf a apparu en 1993. Son auteur est Zep, de son vrai nom Philippe Chapuis, né en Suisse le 15 décembre 1967. Titeuf est un garçon de 8-10 ans avec une tête en forme d'œuf, d'où son nom Titeuf, et une grande mèche blonde sur le front. Comme tout autre enfant de son âge, Titeuf va à l'école primaire, a une bande de copains et utilise beaucoup d'expressions qui n'appartiennent qu'à lui, comme « tcho » qui veut dire « salut » et « po » qui veut dire « pauvre ». Il est aussi un mauvais élève et spécialiste de gags en tout genre. Les aventures de Titeuf sont en grande partie basées sur les souvenirs d'enfance de son auteur. Zep a ainsi créé des personnages qui ressemblent à ses anciens copains d'école. Comme beaucoup d'autres personnages populaires, le petit garçon à tête d'œuf est imprimé sur des sacs à dos, des trousses, des porte-clés, des chaussettes, des t-shirts et même sur les boîtes de petits gâteaux. Il y a aussi des jeux vidéo Titeuf, un dessin animé Titeuf et un magazine Titeuf. Jérémie. Internet, je ne pense qu'à ça. Dès que je rentre chez moi, je fonce sur mon ordinateur. J'adore naviguer sur Internet. Gilles. Moi aussi. Je passe des heures devant mon écran. J'ai trouvé un jeu de combat génial. Je joue avec quelqu'un qui habite le sud de la France. On se retrouve tous les jours sur Internet. Sandra. Moi, je trouve qu'une journée avec ordinateur, ça doit faire mal aux yeux. Je pense qu'il faut bouger. Thomas. Il y a des écoles où l'on étudie avec un ordinateur. Gilles. C'est super pour la classe. On peut consulter des sites Internet, on peut trouver des documents pour les exposer, on peut imprimer des images en couleur et les agrandir pour les afficher au tableau. Jérôme. Moi, je suis d'accord avec Sandra. Et encore, étudier avec un ordinateur, c'est nul, car plus tard, nos enfants, nos petits-enfants ne sauront plus rien faire avec leurs mains. Avec qui es-tu d'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Sandra. Si, ça va. Simplement, j'ai un devoir difficile pour demain. Thomas. Quel devoir? Sandra. Un exposé sur le musée du Louvre. Je n'ai pas le temps d'aller au CDI. Thomas. Et tu ne dois pas? Branche-toi sur Internet. Tu trouveras le site du Louvre. Il faut cliquer sur « Visite virtuelle ». Tu auras plein d'informations pour ton exposé. Tu pourras même imprimer en couleur les tableaux. Sandra, tu sais, moi et Internet... Thomas, t'en fais pas, je t'aiderai. Dis, mamie, c'était comment quand tu étais petite? Qu'est-ce que tu faisais? Eh bien, j'allais à l'école comme toi, et après les classes, j'aidais ma mère dans la maison et dans le jardin.
Et tu ne t'amusais pas? Si, j'avais les petits voisins, on jouait tous ensemble. On faisait du vélo. Tu jouais à l'ordinateur? Ça non, on n'avait pas d'ordinateur, pas de téléphone portable. Il n'existait pas. Et la télé? Vous aviez la télé? Bien sûr, mais nous ne regardions pas la télé comme aujourd'hui. Nous lisions beaucoup, nous discutions. Je lis et je dis quelle information j'ai reçue de la famille de Christine. Le matin, chez les Corner. Comme tous les jours de la semaine, à cette heure-là, Christine Corner est assise dans la cuisine et prend en toute hâte son petit déjeuner. Dans la chambre voisine, sa mère donne le biberon aux jumeaux. Christine jette un coup d'œil à sa montre et avale le dernier morceau de sa tartine avec une gorgée de lait. « Dépêche-toi, Christine !» lui crie sa mère. « Tu seras de nouveau en retard. »« Mais non, maman, j'ai largement le temps. » Christine bondit de sa chaise qu'elle pousse brusquement en arrière. « Il est 7h moins 20. » reprend sa mère. « Je sais. » Christine enfile sa veste bleu marine garnie de boutons d'argent et se précipite hors de la cuisine. « Au revoir, maman. » Madame Corner rejoint sa fille dans le couloir. « N'as-tu rien oublié? »« Penses-tu » s'écrie Christine. Soudain elle rougit. « Oh, ma serviette !» Elle court dans sa chambre. Très élégante avec ses meubles laqués et sa moquette rouge, la chambre offre pour l'instant l'aspect d'un champ de bataille. Le lit est en désordre, des objets jonchent le sol. Christine saisit sa serviette et s'enfuit. Maman. Paul, tu m'aides à nettoyer l'appartement. Paul. Oh non, maman. Maman. Range ta chambre, fais ton lit, puis passe l'aspirateur dans le salon. Paul. Mais maman, je ne veux pas. Maman. Ensuite, tu vas m'aider à enlever la poussière dans la salle à manger. Paul. Mais maman, tu sais que j'attends Nicolas, Anne et Nathalie. Ils vont arriver dans quelques minutes. Maman. Ah oui, vous allez faire un journal mural. Paul. C'est ça. Demande à Pauline. Maman. Ta sœur va nettoyer la cuisine et la salle de bain. D'ailleurs, elle s'occupe du ménage chaque jour. Paul. Et papa, il peut pas t'aider? Maman. Ton père va réparer la table de la salle à manger et puis il va laver la voiture dans le garage. Je lis et je donne un conseil. Guillaume. Je me dispute avec mes parents car je n'ai pas le droit de sortir avec des copains après le collège, ni de regarder la télé, sauf les vendredis et samedis soirs. Du coup, je dis des choses blessantes, et ma mère est chagrinée. Faut-il dire des choses blessantes à tes parents, ou faut-il expliquer ton point de vue à ta maman et à ton papa? Maurice. Comment annoncer à mes parents ce 7 en maths? Bien sûr, un 7, au milieu de bonnes notes, ce n'est pas une catastrophe. Mais un 7 précédé de notes très moyennes, ça chagrinera mes parents. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Tu annonceras un 2 à tes parents ou tu cacheras ton carnet de notes? Camille. Je n'ai pas de bon rapport avec ma sœur. On ne s'entend pas du tout. Elle aime le basket, je déteste. J'adore le théâtre, elle déteste. C'est dispute sur dispute. Je ne peux plus la voir. Elle est mateuse, moi j'adore l'histoire. As-tu une sœur ou un frère? As-tu de bons rapports avec tes parents, ta sœur, ton frère? Chanson pour les enfants. Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc. Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois, un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid. Il arrive au village, voyant de la lumière, le voilà rassuré.
Dans une petite maison, il entre sans frapper. Dans une petite maison, il entre sans frapper, et pour se réchauffer, s'assoit sur le poêle rouge, et d'un coup disparaît, ne laissant que sa pipe, au milieu d'une flaque d'eau, ne laissant que sa pipe, et puis son vieux chapeau. Jacques Prévert, 19e siècle, Histoire. Le 1er janvier. Voici la nouvelle année, souriante, enrubannée, qui pour notre destinée par le ciel nous est donnée. C'est à minuit qu'elle est née, les ans naissent à minuit, l'an arrive, l'autre fuit. Tristan de Rheims, 1976. En France, les 11-15 ans se sentent plutôt bien et sont satisfaits de leur vie. Une grande enquête le confirme. Les ados ont des amis, ils ne s'entendent pas mal avec leurs parents, surtout avec leur mère, mais il y a 2 choses qui ne vont pas bien. Première chose, l'alimentation. Plus d'1 jeune sur 3 saute le petit déjeuner. Plus de 2 sur 3 boudent les fruits mais préfèrent les boissons sucrées. Deuxième chose, seul un ado sur 5 bouge assez. L'idéal serait 1 heure d'activité physique par jour, 5 heures par semaine. Je lis et je nomme les personnages. Si tu touches à cela, tu meurs. Souvent les enfants prennent au sérieux et croient tout ce que leur disent les adultes, sans penser que c'est une image ou simplement une manière de parler. C'est le cas de la petite Nathalie. Nathalie se souvient. Nous nous promenons je ne sais où à la campagne. Maman avance doucement au bras de Colia. Je reste en arrière, planté devant le poteau de bois. Si tu le touches, tu meurs, maman a dit ça. J'ai envie de le toucher. Je veux savoir, j'ai très peur. Je veux savoir comment ce sera. J'étends ma main, je touche avec mon doigt le bois du poteau électrique. Et aussitôt, ça y est, ça m'est arrivé. Maman le savait, maman sait tout. C'est sûr, je suis morte. Je cours derrière eux, je crie très fort, je suis morte. Je cache ma tête dans les jupes de maman. Je crie de toutes mes forces, je suis morte, ils ne le savent pas, je suis morte. Mais qu'est-ce que tu as? Je suis morte, 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 j'ai touché le poteau, voilà, ça y est, j'ai touché le poteau. Je me roule par terre, je sanglote, je crie, je suis morte. Ils me soulèvent dans leurs bras, ils me secouent, m'embrassent. Mais non, mais tu n'as rien, tu n'es pas morte. J'ai touché le poteau. Maman a dit, si tu touches à ce poteau, tu meurs. Maman rit, Colia rit. Ils rient tous les deux et cela me calme. D'après Nathalie Sarraute, Enfance. Je suis en 4e, et pour moi, c'est dur. Comme j'ai de mauvaises notes, je dois travailler 10 heures chaque week-end. Du coup, je n'ai plus de temps pour moi. Et si ça ne va pas mieux, ma mère risque de m'envoyer en pension. Je n'ai pas du tout envie, car je ne pourrai plus voir mes potes du collège. Il y a 1000 autres choses à faire que des devoirs. Goûter, regarder la télé. Travailler, c'est trop dur. Sylvain, 13 ans. J'ai beaucoup de mal à me mettre au travail. Depuis la 5e, je n'ai pas pris cette habitude, et maintenant je le regrette. Peux-tu me donner des solutions, s'il n'est pas trop tard? Arnaud, 14 ans. Mon copain est jaloux. Un de mes copains aime ma meilleure copine, mais il croit que moi aussi je suis amoureux d'elle. Le problème, c'est qu'il est très jaloux et menace de me taper.
Comment lui montrer que je ne suis pas amoureux? Mathieu, 12 ans. Laurent raconte. Nous descendons l'escalier. Je me sens bien avec ce fort garçon qui serre mes doigts. Ferdinand trotte derrière nous. Il dit à un certain moment: « Tu es plus grand que moi, Désiré, et tu es seulement dans la classe de Laurent. »« Oh, moi, réplique Désiré, moi je suis un mauvais élève. » Cette confidence étonne Ferdinand. Il est lui-même un élève médiocre et mal doué, mais il travaille beaucoup. Il continue à interroger Désiré. « Tu ne travailles pas? »« Non. »« Tu n'aimes pas ça? »« Non. »« Tu ne comprends pas ce qu'il y a dans tes livres? »« Si. »« Alors ?» Fait Ferdinand stupéfait. « Ça ne m'intéresse pas. »« Ah. Et qu'est-ce qui t'intéresse? »« Rien? »« Si. »« Quoi? »« Des choses. » Désiré rougit très fort et ne dit plus rien. Nous arrivons rue des Prés. La cour d'école est pleine d'enfants qui courent et crient. Un petit garçon maigre s'approche de moi, saisit mon béret et prend la fuite. Je suis perdu. Désiré, sans bouger, fait entendre une voix énorme et brutale. Il crie comme pour appeler un chien. « Ici, Gabourin, ici !» Le garçon maigre revient, l'air soumis. Il tend le béret et prend beaucoup de précautions pour ne pas recevoir une torgnole. Désiré gronde. « Va-t'en !»« Toi, tu es fort !» dit Ferdinand, soudain respectueux. Presque à voix basse, Désiré Vasselin répond « Oui ». L'île est divisée. On a organisé l'administration du royaume. La reine aura sa résidence dans la capitale. Arthur aura les 2 angles tournés vers le jardin. Marcel, l'angle qui regarde la villa. Il s'agit de veiller à la paix intérieure, de détruire les insectes nuisibles et de protéger l'île contre toute agression de l'extérieur. Justement, voici Valentin, le Saint-Bernard, qui s'approche. Les petits chiens le suivent. C'est un pirate avec sa flotte. Arthur et Marcel font des gestes menaçants. Valentin s'arrête, surpris. « L'ennemi hésite !» crie la reine. « Feu !» Et l'artillerie ouvre le feu contre l'ennemi. Valentin s'éloigne lentement et va s'allonger dans l'ombre de la villa. Il regarde les enfants avec tristesse, puis il ferme ses bons yeux. « Faisons la paix avec lui, » dit Arthur. « Viens, mon Tintin. Viens, ma grosse bête. » « Il ne bouge pas. Il est brouillé, » dit Marcel. « C'est ta faute, Françoise. » « Je ne permets pas qu'on discute mes ordres, » dit la reine. « Grand chef, allez chercher le pirate Valentin et amenez-le-moi mort ou vif. » Les grands chefs vont chercher Valentin, mais Valentin ne veut pas les suivre. « Grand chef, pourquoi ne ramenez-vous pas le pirate Valentin? » Et s'il nous mord? Tant pis, je veux le pirate Valentin, j'ai dit. Et moi je te dis zut, crie Arthur. Nous ne t'obéirons plus. Marcel, révoltons-nous. Envahissons l'île. Allez, Françoise, défends-toi. Après de grandes batailles, un armistice est signé. L'île est divisée en 3 royaumes indépendants. 3 villes sont devenues capitales. On fera... Il est 9 heures, les enfants. Les 3 rois vont se coucher. D'après Valérie Larbaud, enfantine. Imagine que tu es au Grand Café sur les grands boulevards à Paris, le 28 décembre 1895. Les frères Lumière donnent leur premier film.
La locomotive avance à grande vitesse sur les spectateurs qui ont peur. Ils crient, ils veulent prendre la fuite. Mais heureusement, il n'y aura ni mort ni blessé. C'est du cinéma. Grâce à Auguste et Louis Lumière, le cinéma est né. Depuis, la magie du cinéma ne cesse d'opérer. Les films actuels sont différents des films d'autrefois, qui étaient muets en noir et blanc et qui n'avaient pas d'effets spéciaux. Les films d'aujourd'hui sont de vraies merveilles. Voici ce que raconte Flavien qui a visité le Futuroscope. Dans cette salle de cinéma, on regarde un film assis dans un siège tout spécial. Ce siège bouge en même temps que le film. Par exemple, le héros d'un film se trouve dans une voiture et freine brusquement. Et tout à coup, au même moment, le siège bascule en avant. On a vraiment l'impression d'être assis dans la voiture. Quel genre de film aimez-vous? Moi, j'adore aller au cinéma. J'aime tous les films, même quand ils sont sous-titrés. Marie, 12 ans. Moi, j'aime les films d'espionnage, comme James Bond. Par contre, je déteste les films d'action, car ils sont trop violents. Et encore, je n'aime pas les films d'amour. C'est lassant. Pierre, 12 ans. J'aime les films comiques et aussi les films d'aventure. Je ris beaucoup lorsque je regarde un film comique. J'ai peur quand je regarde un film d'aventure. Alors, le fou rire et la peur, avec ça, qui n'est pas content? Raphaël, 13 ans. Hello Pierre. Moi, comme toi, j'adore les films d'espionnage, et je crois qu'on n'est pas les seuls. J'aime aussi les films humoristiques, mais les films d'action, c'est vraiment pas mon truc, et les films d'amour, c'est lassant. Caroline, 10 ans et demi. Je pense que le genre de film qu'on aime dépend de notre caractère. Ça ne t'est jamais arrivé de te prendre pour James Bond ou d'autres personnages connus? Daniel, 11 ans et demi. Ça ne me dérange pas si le film est en noir et blanc. J'aime regarder des films d'autrefois. Mais ce que je regrette, c'est que maintenant il y a beaucoup trop de films violents, et cela ne me plaît pas. Suzanne, 10 ans et demi. Chacun a ses goûts. Je n'aime pas les films violents, mais je n'aime pas beaucoup non plus les James Bond. Je préfère les films d'amour. Camille, 13 ans. Toulouse, belle à voir. Toulouse, 4e ville de France avec 70 000 habitants, fait souvent penser à Florence, avec ses dômes, ses ponts et ses douces couleurs. Toulouse est une ville universitaire qui compte environ 100 000 étudiants. Toulouse a un air éternellement jeune, malgré ses 1700 ans et ses monuments anciens et prestigieux. La basilique Saint-Semin, l'église des Jacobins, le couvent des Augustins, le Capitole. Ici, comme partout dans le sud de la France, on adore sortir le soir, se promener dans les rues et ruelles, et sur les larges trottoirs, les terrasses de restaurants, brasseries et cafés sont toujours pleins. Super robot. Dans les œuvres de science-fiction, nous rencontrons des machines à l'aspect humain qui sont capables de marcher, de parler et de travailler. On a appelé ces travailleurs artificiels les robots. La robotique est une science et technique de la construction des robots. Les robots androïdes ressemblent à un homme. Au Japon, on a créé un nouveau robot. Il s'appelle Wakamaru et marque une nouvelle étape dans la création des robots. Wakamaru a 1 mètre de haut.
Il est capable de créer des liens affectifs avec sa famille d'accueil. Ses fonctions sont nombreuses. Il reconnaît une dizaine de voix, fait office de caméra de surveillance, de réveil ou de répondeur. Le Petit Prince et le renard. Le Petit Prince est un conte. Cet enfant est le symbole de la naïveté, de la poésie, de l'optimisme. Il ne comprend ni la méchanceté des hommes, ni la dureté de la nature. Il vit dans un autre monde, dans le monde merveilleux des planètes. Le Petit Prince a visité plusieurs planètes, dont la Terre. Dans sa planète, il possédait une rose et il la croyait unique. Mais sur la Terre, il en a rencontré 5000 dans un seul jardin. Cela l'étonne et le rend triste. C'est alors qu'apparaît le renard. « Bonjour, dit le renard. Bonjour. Répond poliment le Petit Prince, mais il ne voit rien. Je suis là, dit la voix sous le pommier. Qui es-tu? Dit le Petit Prince. Tu es bien joli. Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi. Lui propose le Petit Prince. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, dit le Petit Prince. Mais après réflexion, il ajoute. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le Petit Prince. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le Petit Prince. Le renard paraît très intrigué. Sur une autre planète? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète? Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules? Non. Rien n'est parfait, soupire le renard. La France, avec un patrimoine naturel et culturel exceptionnel, est le pays qui reçoit le plus de touristes. Elle accueille les touristes, été comme hiver, à la montagne, au bord de la mer, à la campagne ou en ville. Les vacanciers peuvent choisir tourisme balnéaire, tourisme d'hiver, tourisme vert, tourisme culturel. En France, il y a des stations thermales, des parcs nationaux, des zones de week-end. Et les ados, les jeunes touristes, on ne les a pas oubliés. Ils visitent Disneyland Paris. C'est un grand parc, ouvert toute l'année. Le parc Astérix, France Miniature, qui est le plus grand parc miniature d'Europe. Il a la forme d'une carte de France sur une surface de 5 hectares. Dans ce parc, il y a des reproductions miniatures des monuments français. Tous ces parcs se trouvent dans la région autour de Paris. Ces parcs sont super intéressants pour les jeunes. Exprimer ses goûts et ses préférences. J'écoute et j'apprends. J'aime aller en Italie. Moi, je préfère la France. Je voudrais visiter France Miniature. Nous aimerions aller au parc Astérix. J'adore les randonnées à pied ou à bicyclette. J'aime mieux rouler en voiture. Je préfère aller en avion. Moi, j'ai horreur de prendre l'avion.
J'aime faire du camping. Moi, je préfère loger à l'hôtel. Mes parents veulent louer un appartement. Je vais à l'agence de voyage et je parle à l'agent. Il me propose d'aller en Australie. J'accepte ou je refuse sa proposition. J'explique mes goûts et mes préférences à l'agent. J'aime dormir à une auberge de jeunesse. J'écoute et je dis ce que veut savoir Pierre. Pierre attend Christine et il parle à sa sœur aînée Zoé. Quelle heure est-il? 4h15. Quoi? 4h15. Je me demande où elle peut être. Je pense que Christine est à la poste. Christine est à la poste? Pourquoi? Elle a reçu une lettre. Ah, elle a reçu une lettre. Et sais-tu qui la lui a envoyée? Je pense que c'est Valérie. Valérie? Qui est-ce? C'est la nouvelle amie de Christine dont elle a fait connaissance en colonie de vacances. Ah oui, je me rappelle. C'est une petite blonde aux yeux gris. Non, ce n'est pas Valérie, c'est Julie qui a les yeux gris. Valérie est grande et svelte, ses yeux et ses cheveux sont noirs. Ah oui, je pense que j'ai vu sa photo. Elle a des cheveux très longs et des yeux en amande. Tu te trompes, Pierre. La fille dont tu as fait le portrait s'appelle Sabrine. Christine et Sabrine se retrouvent chaque samedi sur Internet. Enfin, je ne sais pas. Ta sœur a trop de connaissances. Oui, elle recherche la compagnie. Vocabulaire. A. J'observe les dessins, j'écoute et je devine les mots en gras. Pauline est grande et svelte. Elle s'entraîne beaucoup. Pauline rêve d'aller au tournoi junior de Roland-Garros. Paul est petit et trapu. Il est matheux. Il va participer à un concours de jeunes mathématiciens. Monsieur Noiret est gros. Il ne fait pas de sport. Madame Blanchard est grassouillette. Elle adore les sucreries. Les cheveux de Georges sont châtain clair. Son teint est blanc. Il passe des heures devant l'écran de son ordinateur. Maxime est mordu du football. Quand il a du temps libre, il joue au football. Il est fort, son teint est basané. À la mode de chez nous. Ô miroir, mon beau miroir. J'écoute, je lis et je dis de quoi les adolescents parlent. La mode, qu'est-ce que c'est? C'est une manière passagère d'agir, de vivre, de penser, etc., liée à une époque déterminée. La mode, c'est aussi une manière particulière de s'habiller. En France, chacun s'habille comme il le veut, mais en général, pas n'importe comment. Les collégiens français se préoccupent de la mode ou plutôt d'une façon personnelle de s'habiller. Voilà ce qu'ils disent. Léo est Béranger. Au collège, beaucoup aiment le rap et s'habillent très large avec des survêtements. Nous, on est plutôt rockers. On écoute des groupes comme Korn et on porte des jeans ou des trucs de skate. Ainsi, le style passe par la musique. Catherine. Marie et moi, nous sommes amies au-delà du look. Nous n'avons pas le même style. Elle est plutôt jogging basket, alors que moi, j'aime aussi mettre des jupes et des robes. Mais le plus souvent, je suis en jean. Sacha. Mes marques préférées sont les marques qui coûtent cher. Lewis, Diesel. Ma mère m'achète à peu près ce que je veux, sauf s'il y a des têtes de mort dessus. Marie. Nous nous sommes toutes donné des surnoms. Gros nounours, petit nounours, super nounours, etc. On met les t-shirts lors de nos soirées pour rigoler.
Vocabulaire. Puis j'écoute et je répète. La mode est passagère. Les collégiens français se préoccupent de la mode. Nous sommes amis au-delà du look. Mon ami est jogging basket. Ma mère m'achète à peu près ce que je veux. Nous mettons les t-shirts pour rigoler. C'est sa façon personnelle de s'habiller. Pour mon ami, le look est secondaire. Il s'habille n'importe comment. Quelles sont les tendances de cette année? J'écoute, je lis et je pose à mes copains des questions sur les expressions soulignées. Bonjour, notre émission est pour ceux qui s'intéressent à la mode. Nous avons invité Mademoiselle Bardin qui vient de présenter sa nouvelle collection de jolies robes d'été. Le public a surtout apprécié celles en satin et en soie qui sont un peu rétro et qui rappellent les années 60. Mademoiselle, quelles sont les tendances actuelles? En fait, il est difficile de parler de tendance. On peut porter des robes vintage, rétro, on peut porter des robes super neuves, tout est possible. Donc, les gens ne s'intéressent pas à la mode? Si, mais on choisit ses vêtements pour montrer d'abord sa personnalité. Il y a ceux qui choisissent en général des vêtements classiques et ceux qui aiment montrer leur appartenance à un groupe particulier, par exemple les amateurs de rock ou de skate. Il y a ceux ou celles qui changent de style. Les ados font les courses. Les collégiennes font du shopping. A. J'écoute, je lis et je joue une scène avec mes deux copines. Lise. Le shopping, pas qu'une histoire de filles. Caroline. Mais le samedi, quand on va faire du shopping, on se retrouve avec des garçons et eux aussi craquent. Julie. Mais pas dans les mêmes boutiques. Lise. Ce samedi, on ira avec Paul acheter un cadeau pour Michel. Caroline. J'ai oublié que Michel célèbre son anniversaire le 15 octobre. Tu iras avec nous acheter un cadeau, Julie? Julie. Non, je n'irai pas. J'accompagne ma petite sœur à l'école de musique. Je te téléphonerai, Lise. Vocabulaire. J'aime, je n'aime pas faire les courses. J'adore, je déteste faire du shopping. J'ai une idée pour le cadeau de mon ami. Je n'ai aucune idée pour cet achat. Je voudrais un sac de voyage inusable. Mon ami pense que ce sac n'est pas assez masculin, féminin. Heureusement, c'est ma taille. Je vais aller essayer. Votre tailleur est dans une cabine d'essayage. Ma copine adore les modèles taille basse. Ce pantalon n'est pas cher, il ne coûte que 31 €. Mon ami est plutôt jogging basket. Moi, j'adore les robes en soie et les chaussures à talons. Quelle est votre taille? Je fais du M. Quelle est votre pointure? Je fais du 37. Je peux vous aider? Non merci, je voudrais juste regarder. Je vous en prie. En vacances à la campagne. Que de découvertes! J'écoute et je dis de quelle région de France il s'agit. En vacances à la campagne, les enfants font toujours de nombreuses découvertes. Voilà ce qu'ils disent eux-mêmes. Je me suis passionnée pour la nature en CE2, quand je suis partie avec ma classe à la campagne.
Dans un village en Normandie, on a appris le nom des plantes, des champignons et des arbres. C'était super. Chaque hiver, je place une mangeoire sur mon balcon. J'adore voir arriver de nombreux oiseaux. J'espionne alors leur façon de vivre. Clémence, 15 ans. L'été dernier, je suis allé en vacances chez mon oncle en Auvergne. Il est bûcheron. Il travaille dans le bois. Il coupe les grands arbres pour permettre aux jeunes de pousser. J'ai vu son travail. Je pense que la coupe des arbres est un travail long, fatigant, mais utile. Philippe, 12 ans. De mon grand-père qui habite un village du nord de la France, j'apprends toujours des choses intéressantes. Il dit que, jadis, à la naissance d'un enfant, il était fréquent que l'on plante un arbre. Cet arbre, qui grandissait avec l'enfant, représentait son destin. Moi aussi, je veux planter mon arbre. Léo, 12 ans. Le village de mes grands-parents se trouve au bord de la mer. L'année passée, j'y suis allée avec mon père. J'ai beaucoup nagé et j'ai mangé du pot-au-feu. Le grand-père dit que c'est un plat typiquement français. Il offre à la fois un potage, le bouillon, de la viande et des légumes. Hélène, 13 ans. Le village de mes grands-parents est situé à la montagne. Je connais un endroit en montagne où la rivière fait une piscine naturelle. Là, on grimpe sur les rochers à 4,50 m de haut et on saute dans 2 mètres d'eau. Sensation et retour aux sources garantis. L'eau est super claire et fraîche. Étienne, 12 ans. Moi, je suis venue voir la ferme de mes grands-parents l'été dernier. Ma grand-mère s'occupe des petits animaux, poules, canards, lapins. Mon grand-père s'occupe des vaches et des bœufs. Ils ont 2 vaches et 4 bœufs. Pour nourrir les animaux, le grand-père fauche l'herbe. Louise, 15 ans. Les plus grandes villes. Connais-tu ces villes françaises? J'écoute, puis je lis et je dis quelle ville j'aimerais visiter. J'explique mon choix. Bordeaux. La ville est située sur la Garonne, à 557 km au sud-ouest de Paris. Ses 213 247 habitants s'appellent les Bordelais. La ville possède de nombreux monuments médiévaux, dont l'église Saint-Seurin, 11e, 13e siècle, et la cathédrale des 12e, 14e siècles. Il y a encore de beaux ensembles classiques, le Grand Théâtre, des musées, de la préhistoire et de l'époque romane à l'art contemporain. Il y a encore un port actif qui importe traditionnellement des produits tropicaux. Le Havre. La ville est située à l'embouchure de la Seine. Dans la ville, il y a 197 219 habitants qui s'appellent les Havrais. La ville possède une université, un port de voyageurs et surtout de commerce. L'industrie de la ville est particulièrement liée à l'activité portuaire, la métallurgie et la chimie. Cette ville a été fondée en 1517. Elle a été très endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, elle est complètement reconstruite. Lyon. La ville se trouve au confluent du Rhône et de la Saône, à 460 km au sud-est de Paris. Ses 422 444 habitants s'appellent les Lyonnais. Lyon est un centre universitaire, commercial et industriel. Lyon possède de nombreux monuments, des églises médiévales, des demeures de la Renaissance. À Lyon, il y a le musée de la civilisation gallo-romaine, un des plus riches en France, le musée historique de tissus. Comme vous connaissez déjà, l'industrie de la soie a été introduite à Lyon au XVIe siècle. Calais.
La ville est située sur le pas de Calais. Les habitants, au nombre de 73 836, s'appellent les Calaisiens. C'est le premier port français de voyageurs. Dans la ville, il y a des industries, textiles, mécaniques et chimie. Il y a le musée des beaux-arts et de la dentelle. Calais a été prise par les Anglais en 1347, après une héroïque résistance des Calaisiens. Le dévouement d'Eustache de Saint-Pierre et de 5 bourgeois qui se sont livrés à Édouard III et ont sauvé la ville, a inspiré le célèbre sculpteur français Auguste Rodin à créer sa sculpture « Les bourgeois de Calais ». La terre, notre maison à tous. La protection de la nature est le souci de tous. J'écoute, puis je lis le texte et je retrouve les phrases où il est question des catastrophes naturelles. Le mot « l'écologie » vient du grec « oikos », la maison, et « logia », la théorie. L'idée de la maison appelle les habitants de la Terre à protéger l'environnement, à défendre leur belle planète d'une crise écologique. Aujourd'hui, les experts tirent la sonnette d'alarme. En un demi-siècle, le développement des activités humaines a provoqué une crise écologique sans précédent dans l'histoire de la planète. De nos jours, on trouve partout de grandes villes avec les usines et fabriques qui polluent l'atmosphère. Les déchets de leur production infectent l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, les champs où une future récolte mûrit. La pollution industrielle et automobile est l'une des premières causes du réchauffement climatique. Les experts dressent une longue liste des effets de ce réchauffement, à commencer par l'instabilité climatique qui provoque des catastrophes naturelles, tornades, tempêtes, cyclones, etc. De nombreuses inondations menacent les personnes qui habitent à proximité des côtes marines ou des cours d'eau, c'est-à-dire 80% de la population mondiale. Les scientifiques affirment qu'il faut changer notre façon de faire dans le sens d'un développement durable pour léguer aux descendants un monde vivable. Ils appellent tous les terriens à protéger leur maison. Aimez-vous le théâtre? Le théâtre des époques révolues. A. J'écoute, je lis et je repère les phrases où il s'agit du théâtre grec, du théâtre romain et des théâtres du Moyen-Âge et de la Renaissance. Le théâtre d'aujourd'hui est un édifice où l'on représente des pièces, des spectacles dramatiques, des ballets et des opéras. Comment était le théâtre à l'époque antique, au Moyen-Âge et à la Renaissance? L'Antiquité. Les premiers théâtres grecs de pierre, très simples, apparaissent au IVe siècle avant Jésus-Christ. Les représentations ont lieu en plein air, les gradins étant adossés à une pente de colline. La scène se trouve dans le bas. Derrière la scène se dresse un mur percé de portes et représentant un décor fixe. À Rome, le premier théâtre permanent est construit en 55 avant Jésus-Christ. Le théâtre romain est un espace clos, au contraire du théâtre grec. Des théâtres ovales, amphithéâtres, servaient au jeu du cirque. Le plus grand d'entre eux est celui de Rome, le Colisée, bâti à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Moyen-Âge et Renaissance. Au Moyen-Âge, il n'existe plus de théâtre permanent. Les mystères, un récit de la vie du Christ ou des saints, sont représentés sur le parvis. Au XVIe siècle, les architectes italiens construisent à nouveau des théâtres fermés. En France, au XVIIe siècle, la construction de théâtres à l'italienne se multiplie. Les pièces de Corneille, de Racine et de Molière
sont vus par des spectateurs debout dans l'orchestre ou bien assis sur la scène elle-même. Petit à petit, l'usage d'installer des spectateurs sur la scène se perdra. Ils seront assis au parterre à partir du milieu du XVIIIe siècle, au balcon, dans les baignoires ou dans les loges. Mais l'éclairage se fait à la bougie et les incendies sont fréquents. Dans le monde des sons. Les devoirs en musique, c'est bien? J'écoute, je lis et je dis avec qui je suis d'accord. Les parents défendent à leurs enfants d'écouter de la musique lorsqu'ils font leurs devoirs. Et les ados, voici ce qu'ils disent. J'écoute du black metal, ça donne de l'énergie, ça me motive, dit Michel, 14 ans. Oui, assure Caroline, 12 ans. En français, j'ai souvent des poésies à rédiger, alors je m'inspire du R&B et du rap, qui me permettent d'inventer des rimes. Les devoirs, c'est souvent ennuyant, mais grâce à la musique, ça devient plus stimulant. Non, clame Stéphanie, 15 ans. Pour moi, on ne peut lier musique et travail. La musique, c'est un moyen de se détendre, de s'évader. Le travail s'accorde avec solitude et silence total. C'est ce que je pense. Qui a tort, qui a raison? Tout dépend du travail à faire et de la musique. C'est possible s'il s'agit de musique classique, ou avec des rythmes légers, ou si les paroles n'occupent pas l'esprit, dit Julie, 14 ans. J'écoute du black metal, ça m'aide à travailler. En français, des idées germent dans mon esprit grâce à la musique, affirme Philippe, 14 ans. Loin de nuire au travail, la musique peut alors le favoriser, soutient Alix. Les vacances, un moment hors du quotidien. Encore quelques jours de congé. J'écoute, je lis et je choisis quelques phrases pour caractériser les vacances. Le meilleur des vacances, c'est que c'est les vacances. Philippe, 13 ans, a tout résumé. Les vacances sont un moment spécial, hors du quotidien. Il n'y a plus d'emploi du temps bien rempli, on peut se la couler douce. Justine, 13 ans, change complètement de rythme. Elle dit: avant les vacances, je suis toujours très fatiguée. Pour moi, les vacances reposantes, c'est ne rien faire de particulier, voir des amis. Avec ma famille, je fais beaucoup de sport. Au lieu de me lever à 6h45, je m'offre une grasse matinée jusqu'à 11h ou 11h30. Quand je reprends le collège, c'est là que je suis le moins en forme. C'est difficile car j'ai pris un autre rythme. Anne, 14 ans, raconte: mes parents et moi, on élabore minutieusement notre plan de vacances. On fait attention à ce que ce soit varié. Si on visite un musée le matin, on prévoit une activité plus ludique pour l'après-midi. Je n'entre pas en hibernation pour me reposer, mais je dors suffisamment pour ne pas revenir épuisé par de bonnes vacances. Damien, 13 ans, affirme que ne rien faire du tout n'est pas la solution magique, surtout si l'on finit sa journée jusqu'à 2h du matin. Ce genre de plan n'est pas du tout reposant, car on ne se change pas les idées. Leçon 2. La fête de Noël. Noël dans les pays francophones. J'écoute, je lis et je raconte comment Noël est célébré dans 3 pays francophones. Françoise, 14 ans, française. En France, il y a beaucoup de décorations dans les maisons et dans les rues. Dans les maisons, il y a un arbre de Noël et parfois une crèche. Les enfants placent leurs chaussures sous l'arbre pour les cadeaux du Père Noël. Le soir, les Français vont à l'église pour la messe de minuit. Au retour, le réveillon commence. C'est un grand repas. On mange des huîtres et de la dinde avec de la purée de marron. Le dessert est traditionnel, c'est la bûche de Noël. Après le repas, on chante et on danse jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Le jour de Noël, les enfants ouvrent leurs cadeaux.
Sébastien, 15 ans, belge. En Belgique, on fête la Saint-Nicolas le 6 décembre. Saint-Nicolas, c'est le patron des enfants. Le 5 décembre, les enfants placent leurs chaussures devant la cheminée avec une lettre, une carotte et du sucre pour l'âne de Saint-Nicolas. Le 6 décembre, ils reçoivent beaucoup de bonbons et du chocolat. Maintenant, les Belges célèbrent aussi Noël le 24 décembre au réveillon, au retour de la messe. On mange de la dinde ou du poulet. Parfois, on mange aussi des fruits de mer. Alain, 16 ans, polynésien. En décembre, c'est l'été en Polynésie. Les Polynésiens célèbrent Noël sous le soleil. Tous les palmiers sont décorés à Noël. À Tahiti, la principale île de l'archipel de la Polynésie française, les arbres de Noël sont importés et décorés. Pour le repas de Noël, on mange surtout de la charcuterie, du ragoût de porc, du jambon, du pâté. On mange aussi des fruits de mer et beaucoup de gâteaux polynésiens, des galettes faites de noix de coco et de sucre. Le reste ressemble au Noël français. En polynésien, pour dire joyeux Noël, on dit Laorana ite Noera. L'histoire est ma matière préférée. À la sortie du collège, vendredi. J'écoute, je lis ce dialogue, ensuite je joue la scène avec un copain ou une copine. Max, cette semaine a été hyper chargée. Il est temps de nous relaxer, n'est-ce pas, Marianne, si on allait au bois de Boulogne? Marianne. Au bois de Boulogne? Max. Oui, on peut y prendre le frais en longeant les allées de la Reine Marguerite. Et encore, je voudrais voir les courses de chevaux à l'hippodrome. Marianne. Ton programme est super, mais je ne peux pas. Il me faut encore quelques documents pour mes travaux historiques. Je pense en trouver au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. Max. Tes travaux historiques? L'histoire est au-dessus de tout. Marianne. Il n'y a pas de quoi rire. Moi, je m'y intéresse. L'histoire est ma matière préférée et peut-être ce sera ma future profession. Max. Je ne ris plus. Quel document veux-tu avoir? Marianne. Quelque chose sur la Gaule ancienne. Max. Mais on a déjà tout appris sur la Gaule et les Gaulois, Druides, Vercingétorix et tout ça. Marianne. J'ai envie de lire les commentaires sur la guerre des Gaules et sur la guerre civile de Jules César. Max. Mais Internet, tu peux t'en servir? Marianne. Internet? Mais je ne sais pas comment m'y prendre. Max. Je peux t'aider, si tu me tiens compagnie pour le bois de Boulogne. Marianne. D'accord, je serai heureuse. Max. Vive l'amitié et l'histoire. Vocabulaire. J'écoute, puis je lis ce dialogue avec un copain, une copine. Quelle est ta matière préférée à l'école et celle de ton ami? Je m'intéresse aux sciences humaines et surtout à l'histoire. Quant à mon ami, elle ne s'y intéresse pas du tout. Elle montre de l'intérêt pour les sciences physiques. Physique, chimie, mathématiques, biologie. As-tu déjà pensé à ta future profession? Mais non, j'ai encore le temps d'y penser. Et puis il y a tant de choses qui m'intéressent. La musique, par exemple. Je vais à l'école de musique. Alors ta journée est bien remplie. As-tu quelque temps pour te relaxer? Très peu. Cette année, on a plein de matières à l'école. Pour être un bon élève en toutes les matières, il faut travailler et travailler. Il y a des journées de travail hyper chargées. Que fais-tu quand tu as le temps libre? Je sors avec des amis, je lis, j'enrichis mes connaissances. Quelles sources d'informations utilises-tu pour te documenter? Des livres, bien sûr. Internet, l'encyclopédie. La chanson en France. La chanson, un art original. J'écoute, je lis le texte et je retrouve les réponses aux questions. Qui étaient les créateurs des premières chansons françaises?
dans quel dialecte composaient leurs chansons les troubadours et les trouvères. Si tout finit en France par des chansons, tout a commencé aussi par des chansons. Littérature, musique, danse, poésie. Depuis plus de 11 siècles, la chanson française est le plus fécond des arts. En France sont conservés les textes probablement chantés dès la naissance de la langue française au IXe siècle. Les meilleurs textes ont pu survivre aux atteintes du temps. Les premières chansons ont été créées par des troubadours, poètes lyriques du Moyen Âge. Les troubadours composaient leurs poèmes dans la langue d'oc. Les troubadours et les jongleurs chantaient à la cour des seigneurs, propriétaires féodaux, et des rois, des chansons d'amour et des textes politiques. Les chansons de troubadours, complétées par celles de leur imitateur direct, les trouvères, contiennent en germe toutes les formes de la chanson française, de la romance à la chanson à danser. C'est avec les trouvères qui composaient leurs œuvres dans la langue d'Oï que la chanson s'allie à la danse. Grâce à la danse, phénomène populaire, la chanson descend du piédestal aristocratique que lui avaient fabriqué les troubadours. L'invention de l'imprimerie facilite la diffusion de la chanson. En 1501 paraît à Venise le premier recueil de chansons en langue française. La chanson française d'aujourd'hui est l'héritière de la chanson d'autrefois. D'après Dictionnaire de la chanson française. Vocabulaire. J'écoute, je lis et je répète, puis je raconte. On a toujours écrit beaucoup de chansons en France. On connaît les œuvres de 400 troubadours qui ont laissé plus de 2650 chansons. La chanson française présente une riche diversité de genres. La chanson contemporaine est l'héritière de la chanson d'autrefois. Elle a conservé son originalité malgré les influences étrangères et malgré les conditions nouvelles de la diffusion. Le prestige des troubadours est grand. On les admire, on les imite. Grâce à eux, la chanson contemporaine est souvent d'une haute qualité. Grâce à eux, la chanson française continue. Aujourd'hui, la chanson est aussi l'un des arts les plus féconds. Leçon 1. La science en fait. Les ados français aiment la science. Je lis l'article et je dis ce qui m'a plu et ce qui m'a étonné. Ils ont été près de 800 à répondre au sondage d'Info Junior. 397 garçons et 402 filles ont répondu à la question « La science et toi ». Près de la moitié d'entre eux s'imaginent volontiers explorateurs en mission sur le terrain, un tiers se verrait plutôt chercheur en blouse blanche entouré d'une équipe. Tous, garçons et filles, sont d'accord, la science peut apporter une solution aux problèmes de l'homme et améliorer ses conditions de vie. Une jeune lectrice a joint à son questionnaire un petit mot, la science, c'est ma passion. Nombreux sont ceux qui s'intéressent à la sismologie, science des tremblements de terre. Ils veulent se spécialiser dans les tremblements de terre, étudier les mouvements de l'écorce terrestre pour essayer de mieux comprendre ce qui s'y passe. Dans un lycée, les lycéens ont répondu à la question « La Fontaine ou Einstein ?» Ils ont dû faire leur choix entre la littérature et la science. Près de 90% ont choisi la science, 93% des garçons et 83% des filles. Seuls 7% des garçons et 17% des filles s'engageraient dans les études littéraires. Les grands hommes du monde. Connaître ces bienfaiteurs français. J'écoute, je lis et je dis ce que ces personnes ont fait pour l'humanité. Louis Pasteur, 1822-1895. Louis Pasteur, chimiste et biologiste français, est né le 27 décembre à Dole, Jura. Il est fondateur de microbiologie. De 1870 à 1886 se déroule la partie la plus importante de son œuvre scientifique consacrée aux maladies infectieuses. En 1881, avec Émile Roux, bactériologiste français,
Pasteur commence ses études sur la rage, la maladie dont mouraient les gens mordus par un animal enragé. En 1895, Pasteur a mis au point un vaccin contre cette horrible maladie. Il gagne la bataille lorsque le jeune Joseph Meister guérit en 1886 des morsures d'un chien enragé. Pasteur devient célèbre dans le monde entier. De son vivant, des rues et des villages sont baptisés de son nom. 100 ans plus tard, l'UNESCO déclare l'année de 1995 l'année Pasteur pour rendre hommage au génie du chercheur et souligner l'actualité de son œuvre. Louis Braille, 1809-1852. Louis Braille, inventeur français, est né le 4 janvier 1809. À 3 ans, il est devenu aveugle. Il fait ses études à l'Institution royale des jeunes aveugles. En dehors de ses heures d'études, Braille travaille à son propre système d'écriture. Son système d'écriture en points saillants porte son nom, le Braille. Albert Calmette, 1863-1933. Albert Calmette, bactériologiste français, est né en 1863 à Nice. Avec Camille Guérin, vétérinaire et microbiologiste français, Calmette a inventé un vaccin contre la tuberculose. Nombreux sont les savants et les inventeurs français qui ont contribué à rendre notre vie confortable. Tu peux surfer sur Internet pour connaître leurs noms et leurs découvertes. Vocabulaire. J'écoute, je répète, puis je lis et je dis en russe. Louis Pasteur a découvert le moyen de combattre la rage. Il est devenu célèbre dans le monde entier. Ilya Michnikov, zoologiste et microbiologiste russe, a écrit l'immunité dans les maladies infectieuses. Il a reçu le prix Nobel pour son œuvre. Alexander Fleming, médecin et bactériologiste britannique, a découvert les propriétés antibactériennes de la pénicilline. Pour cette découverte, il a reçu le prix Nobel en 1945. Louis Braille, inventeur français, a inventé un système d'écriture pour les aveugles, le Braille. Nicéphore Niepce, inventeur français et surtout connu pour l'invention de la photographie. Aujourd'hui, les vaccins et les médicaments guérissent les malades. De nombreux appareils ménagers tels que le lave-linge, le lave-vaisselle, l'aspirateur et beaucoup d'autres rendent la vie plus facile. De puissants réfrigérateurs conservent les aliments. Ils ont vu la Terre de l'espace. Ils sont les premiers à voir la Terre de l'espace. J'écoute, je lis et je dis qui sont sur les photos. L'ère spatiale s'est ouverte le 4 octobre 1957 avec la mise en orbite du premier satellite artificiel Sputnik 1. Dans les années suivantes, notre pays a inscrit à son actif une grande série de premières spatiales. On a pu photographier la Terre de l'espace. Et l'on a alors pris réellement conscience de ce que notre Terre n'était qu'un décor céleste, qu'elle n'était pas très grande. Et encore, on a pris conscience de l'incomparable beauté de la Terre. Le plus spectaculaire vol spatial, c'est le vol de Youri Gagarin, le 12 avril 1961. À bord du vaisseau cosmique Vostok 1, il a effectué une révolution autour de la Terre. Youri Gagarin est resté 108 minutes dans le cosmos. Il est devenu le premier cosmonaute du monde. Valentina Tereshkova est la première femme lancée dans l'espace. Elle a effectué 48 révolutions autour de la Terre du 16 au 19 juin 1963. Alexei Leonov est le premier homme à effectuer une sortie en scaphandre dans l'espace le 18 mars 1965. Il est devenu le premier piéton du cosmos. Jean-Loup Chrétien est le premier Français à effectuer un vol spatial. En 1988, il est resté 3 semaines à bord de la station Mir.
Le 17 août 1996, Claudie André Deshaies est devenue la première spationaute française. Elle a rejoint la station Mir pour y réaliser un vol orbital de 14 jours. À propos des devoirs. Les ados français se plaignent d'avoir trop de devoirs. J'écoute, je lis et je dis quels sont les problèmes des adolescents. C'est la fin de l'année scolaire, c'est le printemps. Il fait beau dehors, ce serait si beau de se promener après l'école, mais la journée des ados n'a pas fini avec les cours. À la maison, il faut continuer le travail, il faut réviser des leçons, préparer des contrôles. La plupart des ados français trouvent que leurs professeurs leur donnent trop de devoirs. À la fin de chaque cours, le prof de maths donne des exercices à faire pour le cours suivant, en général le lendemain. Un rythme pas toujours facile à suivre. Damien, 13 ans. Souvent, les profs nous donnent du travail sans se soucier de ce que font les autres profs. Hélène, 14 ans. Moi, j'ai du mal à comprendre ce que le professeur d'histoire veut. Il nous a encore demandé des trucs qu'on n'avait même pas vus en cours. Justine, 14 ans. Souvent, les devoirs provoquent la guérilla dans ma famille. Les parents répètent à mon frère cadet qu'il ne travaille pas assez. Il se met en colère et refuse de faire le devoir. Lisa. Les devoirs, ça m'ennuie carrément. Alors je préfère m'installer dans la salle de séjour pour travailler face à la télé, et adieu l'angoisse de la page blanche. Kevin, 12 ans. À mon avis, il faut être plus attentif en classe. Si tu travailles bien pendant le cours, une grande partie du devoir est déjà faite, et tu auras plus de temps pour te relaxer. Yvonne, 14 ans. Col, avertissement, exclusion. Sondage collège. On les punit. J'écoute, je lis et j'explique ce que chaque nombre signifie. Le sondage des collégiens « Êtes-vous trop punis ?» montre que 48% des collégiens ont été punis depuis la rentrée 2005. Qui dit que les collégiens d'aujourd'hui font n'importe quoi et qu'on ne leur dit rien? Sûrement des gens qui ne sont pas très bien renseignés. Car, et c'est l'une des surprises de ce sondage, la moitié d'entre eux a été punie depuis la rentrée. Punis? Mais pourquoi? 36% ont parlé, alors que le professeur réclamait le silence, 23% n'ont pas fait un devoir ou l'ont rendu en retard, 12% ont oublié un cahier ou un livre. Enfin, 11% ont été punis pour insultes ou comportements violents. Et pour tout ça, quel genre de punition ont-ils récolté? 35% des élèves qui ont été punis ont récolté 1 heure de colle. La retenue ou la colle, c'est la punition la plus reçue. Les professeurs donnent aux élèves punis des devoirs qu'ils doivent faire durant les heures de colle. Une élève en 3e a dû faire un devoir supplémentaire. 27% des élèves punis ont copié un texte chez eux, tandis que 18% ont eu un mot sur leur carnet de liaison. 25% ont reçu une punition collective, souvent pour chahut dans la classe. À la veille de tes grandes vacances. L'année scolaire touche à sa fin. A. J'écoute et je réponds tout court. L'année scolaire va se terminer. Es-tu content? Es-tu content de cette année scolaire? Est-ce qu'elle a été plus enrichissante que l'année dernière? As-tu eu des problèmes à l'école? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Quelle matière as-tu eue cette année? As-tu eu une ou des matières préférées? As-tu eu beaucoup de devoirs à faire?
Es-tu brillant dans quelques matières ou dans toutes les matières? As-tu trouvé de nouveaux amis cette année? As-tu appris à t'organiser? Te sens-tu là à la fin de l'année scolaire? As-tu déjà dressé un plan de tes vacances?